Vous l'avez demandé, j'ai hésité, négligé, paressé, mais là, je ne peux plus l'éviter. Voici une introduction au FPGA. Bidouilleur, salut, 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleur, salut. Ça doit bien faire 2 ans que j'hésite à vous parler de FPGA. La raison est simple, je suis un néophyte de la conception de FPGA. J'ai souvent intégré et testé des FPGA sur des plaquettes PCB dont j'avais la responsabilité. Mais ce n'était pas moi qui les programmais. Je pars donc à zéro comme la plupart d'entre vous. J'espère que vous serez indulgents donc. Aujourd'hui, je vais faire un survol de ce qu'est un FPGA, de son évolution, de ses caractéristiques principales et de ses applications typiques. On ne se cassera pas la tête avec la programmation tout de suite. Ce sera pour de prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce qu'un FPGA? En anglais, l'acronyme signifie Field Programmable Gate Array. D'après l'Office de la langue française du Québec, c'est un réseau prédiffusé programmable par l'utilisateur. Ouais, pas très descriptif. D'après la Commission d'enrichissement de la langue française de France, c'est un circuit intégré prédiffusé programmable. Guère mieux. Je vais vous donner ma définition. Un FPGA, c'est un circuit intégré dense, composé d'un réseau de portes logiques configurable par logiciel, et donc reconfigurable à volonté. On a donc, de façon simplifiée, une foule de broches d'entrée, de sortie, et entre les deux, une tonne de portes logiques que l'on configure à notre guise pour accomplir des tâches. Là, je suis certain que vous me suivez. Excellent. Avant d'aller plus loin, dans le fonctionnement interne du FPGA, regardons un peu plus son histoire. La logique programmable, ça existe depuis le début des années 70. Mais au début, il n'y avait que quelques portes logiques dans un boîtier et on ne les programmait qu'une seule fois, comme de la mémoire ROM finalement. Vous avez peut-être déjà entendu parler des PLA et des PAL. Pour les utiliser, on écrivait les quelques équations logiques désirées, on compilait le tout par ordinateur, habituellement un PC roulant sur DOS, et on brûlait les fusibles internes de notre circuit intégré pour configurer l'agencement des portes logiques. Si on constatait une erreur dans nos équations, on jetait la puce. Il fallait recommencer tout simplement. Il a fallu l'arrivée des GAL, qui étaient électriquement effaçables et réutilisables pour améliorer un peu le processus de développement. C'est Lattice Semiconducteur qui a brisé la glace à ce sujet. Mais les PLA, les PAL et les GAL n'étaient pas très denses en portes logiques. Quelques dizaines, au mieux quelques centaines de portes logiques dans une puce. La vraie révolution est apparue avec les PLD et plus tard les CPLD, Complex Programmable Logic Device, ou dispositifs de logique complexe programmable. Ceux-ci contenaient l'équivalent de plusieurs PAL reliés par des interconnexions programmables, le tout dans un même circuit intégré. Les CPLD d'aujourd'hui peuvent remplacer des milliers, voire des centaines de milliers de portes logiques. À peu près en même temps que les CPLD sont apparus, au milieu des années 80, la compagnie Xilinx a lancé le premier FPGA. Les FPGA sont construits de façon différente des CPLD à l'interne. Plutôt que d'avoir des portes logiques fixes et des interconnexions programmables, les FPGA présentent une série de blocs logiques configurables, donc montrés ici en rouge, et un réseau d'interconnexion en blanc, elle aussi configurable. Les blocs logiques peuvent être configurés pour exécuter des fonctions combinatoires complexes ou simplement comme des portes logiques simples de type et ou exclusif. Dans la plupart des FPGA, les blocs comprennent également des éléments de mémoire qui peuvent être de simples bascules flip-flop ou des blocs de mémoire plus complexes. Les FPGA peuvent être programmés pour implémenter différentes fonctions logiques
ce qui permet une informatique reconfigurable flexible, similaire à celle exécutée par un logiciel informatique. Finalement, il y a des blocs d'entrée-sortie, montrés en jaune, dont les caractéristiques électriques sont souvent programmables elles aussi. Regardons le bloc logique de plus près. En général, un bloc logique est constitué de quelques cellules logiques. Une cellule typique consiste en une table de conversion ou une table de vérité, qu'on appelle LUT, Lookup Table, à plusieurs entrées. Le bloc contient aussi un additionneur complet, FA, et une bascule de type D. La table dans cette figure est en fait divisée en deux tables à 3 entrées ici. Une table de conversion consiste en une combinaison de portes logiques programmées qui fourniront des sorties au niveau spécifique en fonction des entrées fournies, ce qui permet de remplacer une foule de portes logiques. En mode normal, les sorties des tables contournent l'additionneur via le multiplexeur de gauche, marqué MUX. En mode arithmétique, les sorties des tables sont envoyées plutôt à l'additionneur. La sélection du mode est programmée dans le multiplexeur central. La sortie peut être synchrone, donc cadencée par l'horloge clock, CLK, par l'entremise de la bascule D, ou simplement asynchrone en contournant la bascule. La sélection synchrone-asynchrone est faite en fonction de la programmation du multiplexeur à droite. En pratique, tout ou une partie de l'additionneur est stocké aussi en tant que fonction dans les tables de conversion afin de gagner de la place. Bon, ce n'est qu'un exemple, simplifié même, mais ça donne quand même une idée de ce que peut contenir un bloc logique. Des blocs logiques, il peut y en avoir des milliers, des dizaines, des centaines de milliers dans un seul FPGA. Imaginez donc la puissance d'action disponible. Je vous disais plus tôt qu'en plus des blocs logiques traditionnels, les FPGA modernes ont une foule d'autres blocs plus spécialisés. Je vous montre ici le diagramme d'un FPGA Altera Intel Cyclone 4 comme exemple. Dans les FPGA modernes, vous trouverez souvent des blocs de mémoire RAM, des blocs de bus à très haute vitesse, par exemple un bloc PCI Express, roulant dans les gigabits par seconde, des blocs d'horloge avec PLL pour pouvoir produire une tonne de fréquences différentes à partir d'une seule horloge, des blocs multiplicateurs dédiés à cette fonction, des bus pour de la mémoire externe et une foule d'autres fonctions. Comme vous le constatez, un FPGA moderne, c'est assez complexe et la documentation, elle aussi. Ne vous surprenez pas que je ne fasse ici qu'un survol. De par sa nature, un FPGA n'est pas une pièce programmée en permanence. À chaque mise sous tension, le FPGA doit charger sa configuration d'une façon ou d'une autre. Il existe donc des mécanismes de chargement de la configuration. La méthode privilégiée est l'emploi d'une mémoire flash externe au FPGA. Celui-ci a donc habituellement le brochage nécessaire au support d'une puce de mémoire flash. Mais comme c'est un bus série, il peut tout aussi bien être connecté à un microprocesseur pour y faire un transfert contrôlé par ce dernier. Souvent, le FPGA aura aussi un bus SPI pour y connecter une simple puce de mémoire flash série. Une autre méthode de transfert de la configuration est l'usage du bus JTAG, en anglais JTAG, entre une interface JTAG et le FPGA. C'est la méthode privilégiée durant le développement, car c'est facile de faire le transfert à partir d'un PC roulant un logiciel approprié. Je ne veux pas entrer trop dans les détails du bus JTAG ici, mais il suffit de savoir que le JTAG est un port de test et il donne accès à toutes les broches du FPGA à partir de l'intérieur. Donc, on peut imaginer un transfert de la configuration par ce port. Bon, pour comprendre quelles tâches sont idéales pour un FPGA, il faut tracer un parallèle entre FPGA et microprocesseur ou microcontrôleur. Car oui, il y a des tâches qui sont mieux effectuées par un FPGA et des tâches mieux servies par un microprocesseur. Et il y a aussi des choses qui peuvent tout aussi bien être couvertes par l'un ou par l'autre.
De façon générale, je parle de façon générale ici, là, un FPGA sera plus approprié sur les tâches répétitives et devant être exécuté rapidement et avec une cadence régulière sans délai variable. Par exemple, un travail de conversion de bus parallèle en un bus série serait très bien servi par un FPGA. Un microprocesseur risque de passer trop de temps sur cette tâche au détriment des autres tâches à faire. Vous avez plusieurs DAC et ADC à contrôler en simultané? Un FPGA pourrait être tout désigné pour cette tâche. Imaginez en plus qu'il faille faire des moyennes de lecture des ADC. Idéal pour un FPGA. Parlons maintenant de la vitesse d'horloge. Les FPGA ont généralement des vitesses d'horloge inférieures à celles des processeurs à usage général. Mais alors, pourquoi les FPGA sont-ils plus rapides pour certaines tâches? Bien, même à une vitesse d'horloge inférieure, les FPGA sont capables d'exploiter le parallélisme inhérent à leur construction interne. Vous pouvez potentiellement avoir plusieurs vitesses d'horloge sur un FPGA qui effectue différentes tâches à différentes vitesses et les tâches s'exécutent en simultané. Un microprocesseur à cœur unique est cadencé à une seule fréquence et il ne peut pas exécuter plusieurs tâches en parallèle. Il y va en séquence, une instruction à la fois. Ceci dit, un FPGA ne fonctionne habituellement pas tout seul. Dans la majorité des applications, il y a un microprocesseur comme voisin. Le créateur du produit délèguera les tâches répétitives complexes et à cadence régulière au FPGA et il gardera les tâches classiques de contrôle et de supervision pour le microprocesseur. Une tendance récente est d'aller encore plus loin dans l'approche architecturale en combinant les blocs logiques et les interconnexions avec FPGA traditionnels, avec des microprocesseurs et des périphériques associés pour former un système complet sur une seule puce. On appelle cela un SoC, System on a Chip en anglais. L'exemple de SoC que vous voyez est le très populaire Zinc 7000 de Xilinx. Une autre tendance que l'on voit depuis quelques années consiste à utiliser des cœurs de microprocesseurs étant définis sous forme de logique et mis en œuvre dans la logique d'un FPGA, donc un microprocesseur codé dans un FPGA. Comme les FPGA modernes sont programmés au moment du démarrage, cela a conduit à l'idée d'informatique reconfigurable ou de systèmes reconfigurables. Des CPU qui se reconfigurent pour s'adapter à la tâche à accomplir. Il y a donc fusion complète entre FPGA et microprocesseur. Qui l'aurait cru? Du côté des coûts maintenant, il serait hasardeux de tenter de comparer les coûts des FPGA à ceux des microprocesseurs pour des tâches similaires. Mais on peut quand même affirmer que les microprocesseurs les moins chers sont bien moins chers que les FPGA les moins chers. Quant à l'autre extrémité de l'échelle de prix, les plus chers, les deux composants peuvent dépasser les 1000 $ dans leurs versions les plus performantes. Mais en général, sur un système donné, le FPGA sera plus onéreux que le microprocesseur. Aussi, le processus de développement d'une application pour FPGA est généralement plus complexe que le développement de logiciels pour microprocesseurs. Et comme complexité rime avec coût, on peut dire qu'il en coûte plus cher de développer du FPGA que du logiciel informatique. Autre comparaison, je ne pourrais pas négliger de faire des comparaisons à autres types de circuits intégrés, par exemple le ASIC, A-S-I-C. Un ASIC, c'est en français un circuit intégré à application spécifique. En d'autres mots, c'est un circuit intégré fabriqué entièrement sur mesure pour un client selon ses spécifications. Et ce n'est pas reconfigurable. Sa logique interne est construite directement dans le silicium, donc c'est permanent et inaltérable. Comme c'est inaltérable, ça fonctionne dès la mise sous tension, alors qu'un FPGA doit recevoir sa configuration avant de se mettre en fonction. En pratique, on parle de quelques secondes,
de délai au maximum pour le FPGA. Ça peut quand même faire une différence dans certaines applications. Côté vitesse maximale d'opération interne, les FPGA ont toujours été plus lents que les ASIC. Mais là, on parle d'applications plus poussées, pas des applications de bidouillage là, pour vous et moi. Au niveau des coûts d'achat, à l'unité, le ASIC coûte habituellement moins cher que le FPGA pour accomplir une même tâche. Mais concevoir et fabriquer un ASIC, ça coûte habituellement dans les 7 chiffres et même les 8 chiffres. Le ASIC sera donc utilisé dans des applications où les volumes de fabrication sont très grands. Question de pouvoir amortir les coûts de développement. Sinon, il y a aussi les applications extrêmes où un FPGA ne peut simplement pas faire la tâche. Habituellement, question vitesse ou complexité. Mais il faut se rappeler qu'un ASIC, c'est inaltérable. Donc, les concepteurs ont intérêt à ne pas se tromper. C'est donc un avantage pour le FPGA qu'on peut reconfigurer en quelques secondes pour corriger un bug, par exemple. Ah oui, il faut que je vous explique certains avantages à utiliser un CPLD plutôt qu'un FPGA, un Complex Programmable Logic Device. Les CPLD sont habituellement plus simples à l'interne et ils accompliront donc des tâches habituellement plus simples. Mais comme ils sont programmés en usine et conservent leur configuration habituellement dans une mémoire flash interne, ils entreront en fonction presque instantanément à la mise sous tension. Donc ça, c'est parfait pour exécuter des tâches de préparation avant que le microprocesseur n'entre en fonction. Par exemple, programmer un FPGA. On voit donc souvent FPGA et CPLD se côtoyer sur une même plaquette de circuit imprimé. OK. Quelles sont les étapes pour coder un FPGA? Bien, pour définir le comportement désiré du FPGA, l'utilisateur fournit une conception soit dans un langage de description matérielle, qu'on appelle HDL, soit avec une conception schématique, un dessin. La forme de langage HDL est plus adaptée au travail avec de grandes structures, car il est possible de spécifier un comportement fonctionnel de haut niveau plutôt que de dessiner chaque élément à la main. Par contre, la saisie schématique peut permettre de visualiser plus facilement une conception et ses modules. Plus récemment, OpenCL, qui veut dire Open Computing Language, est utilisé par les programmeurs pour tirer parti des performances et de l'efficacité énergétique fournies par les FPGA comparées aux microprocesseurs. OpenCL permet aux programmeurs de développer du code dans le langage de programmation C et aussi des fonctions logiques de FPGA aussi en C. Donc, à l'aide d'un logiciel de conception électronique spécifique au FPGA, une netlist, une liste de connexions logiques, est générée à partir de la conception source. La netlist peut ensuite être adaptée à l'architecture réelle du FPGA. Ce processus appelé Place and Route est généralement exécuté par le logiciel propriétaire du fournisseur de FPGA. L'utilisateur validera ensuite les résultats du lieu et de l'itinéraire, le Place and Route, des signaux dans le FPGA via une analyse de synchronisation, une simulation et d'autres méthodes de vérification et de validation. S'il y a erreur ou correction nécessaire, on retournera à la source ou à l'étape de Place and Route. Une fois le processus de conception et de validation terminé, une vérification finale est faite et le fichier binaire est généré, encore une fois à l'aide du logiciel propriétaire du fournisseur de FPGA. Il est finalement utilisé, ce fichier, pour configurer le FPGA. Ce fichier est transféré vers le FPGA par une interface série JTAG ou vers une mémoire externe comme une mémoire flash. Voici l'exemple de logiciel propriétaire pour développer un FPGA. Il s'agit de l'environnement tout intégré Quartus Prime de Altera, maintenant Intel. Ici, on est en mode de saisie de schéma logique. Les langages HDL les plus courants sont Verilog et VHDL.
En général, les deux langages sont tout aussi performants et vous permettront de coder votre FPGA. Si vous avez le choix d'apprendre un langage ou l'autre, je vous dirais que le Verilog ressemble plus à un langage de programmation évolué comme le langage C. Ça pourrait donc être plus facile à maîtriser pour quelqu'un qui fait de la programmation informatique. En entreprise, cependant, on se fait souvent imposer soit le VHDL, soit le Verilog. Donc, ce n'est pas toujours une question de choix. Pour simplifier la conception de systèmes complexes dans les FPGA, il existe des bibliothèques de fonctions et de circuits complexes qui sont prédéfinis, qui ont été testés et optimisés pour accélérer le processus de conception. Ces circuits prédéfinis sont communément appelés blocs de propriété intellectuelle et sont disponibles auprès des fournisseurs de FPGA ou de fournisseurs tiers. Ces blocs sont souvent payants, mais pas toujours, et sont généralement publiés sous des licences propriétaires. Mais il y a d'autres circuits prédéfinis qui sont disponibles auprès des communautés de développeurs telles que OpenCores, généralement publiés sous des licences libres et à source ouverte. Je vous donne un exemple de bloc de propriété intellectuelle, par exemple un bloc PCI Express. On importe ce bloc de propriété intellectuelle prédéfini à notre conception d'FPGA. On y attache les entrées et les sorties, les horloges et quelques signaux de contrôle additionnels selon les spécifications fournies par le fournisseur du bloc. Et voilà, on aura une interface PCI Express sur notre FPGA. Pas mal plus simple que de le concevoir nous-mêmes. Mais il faudra faire confiance au fournisseur et assumer que le bloc PCI Express a été totalement testé et est fonctionnel. Bon, bien, ça fait le tour du sujet, que ce survol des FPGA. Comme vous le voyez, on ne devient pas pro des FPGA du jour au lendemain. C'est une spécialisation en soi et habituellement, un concepteur de FPGA ne fait que cela, développer du code de FPGA. Le simuler bien sûr et le tester. J'espère que vous avez pu suivre mes propos tout au long. C'est difficile d'en dire moins et c'est difficile d'en dire plus. Sinon, ce n'est pas vraiment une introduction au FPGA. Comme vous le savez sans doute, je me suis procuré une plaquette de développement de FPGA, Cyclone 4. Dans les vidéos futures, je vais vous la faire découvrir et je vais me risquer à développer des petites applications simples de FPGA. Entre-temps, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de cliquer un pouce vers le haut si vous avez apprécié. Merci et à la prochaine!